Madame, Monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre. C'est Sport le Mag, aujourd'hui une émission 100% football avec au programme notamment un éclairage sur le rôle des supporters et de la fédération. Avec moi sur ce plateau, Lise Barenbaum. Lise, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec moi tout au long de cette émission. Je vous propose justement d'ouvrir cette édition par une enquête que vous avez réalisée. Lise, vous nous amenez au cœur des fédérations. Évidemment, selon les sports, elles sont plus ou moins actives. En matière de football, il y a la Ligue, la Fédération, l'UEFA, la FIFA. Vous avez décidé de rendre les choses plus claires. On regarde le reportage et on en parle tout de suite après. À l'heure où les sociétés privées rachètent les clubs à coût de millions d'euros, à quoi servent encore les fédérations sportives ? En sport, les fédérations sont des associations qui chapeautent des clubs ou des ligues régionales. Depuis 1945, l'État français leur donne plusieurs prérogatives. Organiser les compétitions, constituer les équipes nationales, former les entraîneurs et les arbitres, mais aussi appliquer les directives du gouvernement et promouvoir l'image de la France. Une mission que la Fédération de football assume auprès des Bleus. J'aurais parlé du maillot, j'aurais parlé d'identité nationale, j'aurais parlé de quelque chose qui nous échappe un peu. Mais les fédérations sont souvent des institutions sclérosées. Le problème, des présidents trop vieux qui restent trop longtemps en exercice. Chaque président est élu pour 4 ans, sans limite du nombre de mandats qu'il peut effectuer. Des dirigeants en fin de carrière pour qui cette ultime mission n'est rien d'autre que du bénévolat. Certains présidents qui n'ont pas toujours le profil adéquat se retrouvent dans des positions compromettantes. Jean-Pierre Escalette avait été contraint de démissionner de la présidence de la FFF en 2010. Dépassé, il ne parlait pas le même langage que les jeunes joueurs de l'équipe de France de football. Je suis cependant amer de succéder à mon ami Jean-Pierre Escalette dans une des périodes les plus noires du football français. Je suis parfaitement conscient de la nécessité d'une réforme en profondeur sur les 4 sujets suivants. Premièrement, nos statuts. Deuxièmement, notre capacité de diriger. Troisièmement, notre capacité à travailler en équipe. Quatrièmement, notre manière de communiquer. Le bas blesse aussi au niveau des budgets. Les fédérations sont financées par 3 sources. 50% du budget vient des cotisations des licenciés. Les sponsors et les collectivités locales donnent entre 15 et 30% du budget. L'État ajoute 25% et les droits télé complètent le tout. Mais fin 2012, Valérie Fournéron, ministre de la Jeunesse et des Sports, annonce une baisse de 6% des subventions aux fédérations sportives. Un coup dur pour ces organisations. Si certains sports réussissent à s'autofinancer grâce à la manne des droits télé, d'autres en sont privés. La fédération de natation ne perçoit presque aucun droit car ses infrastructures ne peuvent pas accueillir de grands événements retransmis. Mais le financement peut aussi provenir de sources douteuses. L'affaire des paris suspects a éclaboussé la fédération de handball en 2012. La fédération, depuis sa création, elle est fondée sur des valeurs suffisamment solides pour vous dire et pour affirmer et pour vous dire avec la plus grande détermination que nous surmonterons cette difficulté. La parité pose aussi problème au sein des fédérations sportives. Depuis octobre 2013, le quota de femmes présentes dans les fédérations n'est plus imposé par la loi française. Un échec de plus pour la modernisation de ces institutions. Au niveau international, les fédérations déchaînent aussi les ambitions. La gouvernance de la FIFA est l'objet de toutes les convoitises, loin du rêve et des émotions que procure le football. Et pour en parler, j'ai le plaisir de se voir par Skype Bertrand Régis Louvet. Bertrand, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de i24 News. Alors vous, Bertrand, qui connaissez très bien le monde du football, en quelques mots, à quoi servent les fédérations ? Écoutez, il faut distinguer en fait, comme ça a été bien dit dans le reportage précédent, le rôle des fédérations et des ligues. Les fédérations, j'allais dire, s'occupent de la masse, des équipes nationales, des championnats nationaux de moindre niveau et aussi de l'arbitrage, ce qui parfois n'est pas sans créer des petites diphtongues entre la fédération et la ligue. Et les ligues, évidemment, elles gèrent le haut niveau professionnel et les clubs. Alors on sait qu'en matière de football, le gouvernement perçoit de l'argent de la vente des droits télé, par exemple la taxe Buffet. Pensez-vous qu'avec le nouveau gouvernement, il va y avoir de nouvelles taxes ? Alors écoutez, il y a eu 2 tentatives en fait ces derniers mois. Il y a eu une première tentative de Valérie Fournéron, l'ancienne ministre des Sports, qui souhaitait augmenter la taxe Buffet. Mais elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle voulait aussi taxer les fédérations internationales qui exercent par délégation sur le territoire français. Donc ça a été retoqué. Et puis effectivement, on parle beaucoup
de la taxation des joueurs de football professionnels qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Bon, voilà, c'est un peu un flou très artistique pour l'instant. Très sincèrement, quand on voit le remaniement qui vient de se produire à l'instant où on se parle en France et où le ministère des Sports a été confié dans un fourre-tout absolument incroyable avec le droit des femmes et puis 2 autres spécialités, Najat Vallaud-Belkacem, je pense que le sport n'est pas un sujet sous la 5e République en France et qui va l'être encore moins à partir d'aujourd'hui. Alors, on a entendu parler des frasques et du comportement dépensier de Sepp Blatter, le président de la FIFA, avec cette année les nombreux scandales. Comment peut-on encore avoir confiance en cette institution ? Écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont devenus très puissants, entre autres avec les médias numériques et entre autres avec le développement de chaînes d'information comme i24 News. Et on a tendance parfois à grossir un peu, j'allais dire, les affres. Alors, il y a effectivement des problèmes, on le voit bien. On voit bien que Sepp Blatter, qui je crois à 76 ou 77 ans, souhaite se représenter. Ça paraît assez incroyable. Ce sont des blocs, hein, je fais un petit parallèle, j'allais dire, avec la géographie. On a l'impression que ce sont des plaques tectoniques et qu'on a énormément de mal à les bouger. Donc il y a déjà eu des réformes au CIO, on l'a vu, puisque l'ancien président du CIO, Jacques Rogge, a fait un travail incroyable, effectivement, j'allais dire, de modernisation et aussi et surtout de clarification. Et aujourd'hui, le CIO est une institution qui est en marche et qui privilégie l'éthique, hein, parce qu'il y a eu pas mal de scandales aussi dans l'attribution des derniers Jeux Olympiques. Ce travail reste à faire pour la FIFA, ça c'est clair. Alors est-ce que Michel Platini, qui semble le président de l'UEFA, qui semble vouloir être candidat à la FIFA, sera élu? C'est une première chose. S'il l'est, on peut lui faire confiance effectivement pour déclencher, on va dire, une opération main propre, parce que la FIFA en a bien besoin. Alors justement, vous nous avez parlé tout à l'heure des ligues et de la Fédé. Est-ce que finalement, ces 2 institutions ont les mêmes intérêts ou bien est-ce qu'elles sont rivales ? Un peu des deux, Valérie, parce qu'en fait, ce qu'il faut d'abord dire en préambule, c'est que les ligues professionnelles de sport en France tiennent leur délégation de service public des fédérations, donc elles dépendent très clairement des fédérations, et parfois il y a des zones, j'allais dire, de conflit. C'est vrai que l'arbitrage en particulier est un problème, pas simplement pour le football, mais pour d'autres disciplines, parce que l'arbitrage dépend de la fédération, effectivement, parce que la fédération assure toute la formation des arbitres et la progression des arbitres vers le plus haut niveau, mais elle gère aussi, ce qui peut paraître un petit peu curieux, les fédérations gèrent aussi les arbitres de haut niveau. Donc on voit bien de toute façon en France, il y a un vrai problème de séparation des pouvoirs entre effectivement le rôle des fédérations d'un côté, le rôle des ligues de l'autre, parce qu'elles font globalement à peu près la même chose, mais de temps en temps on ne sait plus trop qui est à la manœuvre et qui gouverne sur des sujets assez précis. Donc ça, à mon sens, c'est un système qui est arrivé un petit peu à bout de souffle et il faudrait, alors je ne sais pas si ce gouvernement en aura à la fois le temps et à la fois le loisir et l'intérêt de se plonger sur l'organisation du sport en France, mais il y a une vraie question là-dessus, sur la répartition, sur les territoires de compétences à la fois des fédérations et à la fois des ligues. Merci beaucoup Bertrand-Régis Louvet d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous le savez, vous êtes le bienvenu lorsque vous voulez. Allez, on passe au reportage suivant. Ils sont le poumon des équipes sportives. Les supporters sont essentiels. Pour les clubs, les fans sont souvent là, mais le cœur de leurs sportifs, des traditions qui se perpétuent depuis des générations dans les tribunes et parfois même hors des stades. Mais quand l'enthousiasme déborde et que les compétitions cèdent place à la violence, quelles sanctions faut-il prendre? Les supporters sont-ils les anges gardiens ou bien les âmes damnées des clubs? Le reportage tout de suite de Lise Barenbaum. Le supporter est-il le 12e joueur de son équipe de football? La culture du supporter, c'est celle d'une identité profonde et d'un soutien indéfectible à un club. J'ai appris à aimer le Botafogo et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma passion. Les supporters peuvent être des encyclopédies vivantes. Ils poussent parfois leur passion jusqu'à l'idolâtrie. J'ai commencé le musée en 1997. C'était mon rêve parce que je suis fan de Platini depuis que je suis jeune. Mais les fans peuvent aussi être des décideurs. En Espagne, les socios détiennent une partie de leur club et influencent les grandes décisions de leur équipe. Un privilège qui se transmet de père en fils à Barcelone, Madrid ou Bilbao. En France, seul Saint-Étienne associe ses supporters à sa gestion. Une organisation qui a évité la faillite et qui canalise les passions. Car la violence vient souvent noircir le tableau.
En 2010, Yann Laurence est tué par des hooligans en marge d'un match PSG-OM. Robin Leproux, ancien président du club parisien, décide d'enrayer ces violences. Ce que m'a exprimé la famille, c'est qu'il ne soit pas mort pour rien. C'est-à-dire que nous avancions, que nous prenions des décisions au Paris Saint-Germain, des décisions lourdes, nouvelles, efficaces pour faire reculer la violence aux abords du Parc des Princes. Les supporters les plus fervents, les ultras, sont boutés hors du stade. Augmentation du prix des abonnements, placement aléatoire, dissolution des associations de supporters. La direction veut changer le profil de son public pour éviter les drames. Les supporters deviennent des consommateurs qui viennent au spectacle. Et l'ambiance n'est plus au rendez-vous. Les services de la préfecture de police et les dirigeants du club PSG ont réussi à éradiquer la violence dans le Parc des Princes et à faire en sorte que l'ambiance au Parc des Princes redevienne une ambiance familiale, fraternelle. L'enthousiasme des fans du PSG dérape souvent. En 2001, des hooligans parisiens viennent casser du Turc lors d'un match contre le Galatasaray. Idem en 2006, quand un policier est tué pour avoir protégé un jeune homme juif après un match PSG-Hapoel Tel Aviv. Coup de grâce en 2013, quand les Parisiens saccagent la place du Trocadéro après leur victoire en championnat de France. 22 ans, c'est la première fois que j'ai observé de tels événements et une telle violence. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai observé une telle violence. Tout un arsenal est déployé pour sanctionner les fauteurs de troubles. La loi Alliot-Marie de 1993, puis la loi Sarkozy de 2005, prévoit des interdictions de stade et la dissolution des clubs de supporters les plus agités. En Angleterre, la répression est plus stricte. Assignation à résidence, contrôle judiciaire durant les matchs, lourdes sanctions pénales pour les récidivistes. Mais un supporter n'est pas forcément un casseur. La majorité d'entre eux vient quand même pour l'amour du jeu. Alors, Lise Barenbaum, vous avez réalisé ce reportage. Enfin, on a quand même l'impression, depuis qu'il y a eu toutes ces lois et qu'on a expulsé les supporters, que l'ambiance n'est plus du tout là, notamment au Parc des Princes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la démarche du club depuis quelques années, c'est de calmer les supporters fanatiques. Donc forcément, l'ambiance en pâtit un peu. Ils ont disloqué les groupes historiques, les tribunes d'Auteuil et de Boulogne. Donc forcément, il y a moins de chants, on vibre un petit peu moins au Parc des Princes. Aujourd'hui, le public est plus familial, plus large. Avant, on venait avec ses amis se retrouver au parc, soutenir son équipe. Aujourd'hui, on vient un peu comme un spectacle. Finalement, on consomme le match un peu comme un concert. Et le fan de foot, c'est plus un client qu'un supporter. Un peu comme le sport à l'américaine, finalement. Un peu, oui, ça ressemble un peu au Super Bowl. Mais bon, les Américains, ils sont de vrais fans aussi. Alors, pourtant, depuis peu de temps, on a l'impression que les investisseurs qataris, notamment, veulent faire revenir les vrais, les durs, les purs et durs. Oui. Comment se fait-il ? Oui, tout à fait. Après les années du plan Leproux, en fait, les Qataris ne veulent plus vraiment de ce public un peu trop soft. Il y a eu beaucoup de boycotts de la part des supporters à cause de ce plan. Et on a eu des taux d'affluence qui ont chuté en 2011, par exemple. Taux de remplissage de seulement 62%. C'est très peu pour le Parc des Princes. Donc, on veut faire revenir les supporters, faire revenir l'animation sans retomber dans les travers extrémistes. On dit qu'avant le plan Leproux, le chant des supporters parisiens pouvait couper les jambes de l'équipe adverse. C'est ça que veulent retrouver les Qataris. Justement, mais alors, est-ce que tous les clubs arrivent à remplir leur stade ou pas ? Eh bien, pas du tout. C'est un problème très grave, notamment en France. Il y a des villes qui en viennent à construire de nouveaux stades pour accueillir un nouveau public, pour attirer de nouvelles personnes, comme à Lille, à Nice ou à Bordeaux. Ils ont carrément des équipes de télémarketing qui font du porte-à-porte pour recruter des spectateurs. Le PSG, lui, il fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il va presque toujours remplir, surtout depuis qu'ils ont des stars internationales. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous parlez des socios, mais est-ce qu'il y a des initiatives ailleurs en Europe qui sont similaires, en fait ? Oui, tout à fait. Surtout au Royaume-Uni, on a des groupements de supporters qui veulent fonder des supporters trusts. C'est en fait des coopératives qui vont acheter et gérer démocratiquement une partie de leur équipe. Ça arrive surtout quand l'équipe est proche de la faillite. Depuis 1999, il y a déjà 13 clubs de ligue mineure qui ont adopté ce fonctionnement. Même Manchester United étudie cette possibilité. Et au PSG, on a aussi un dossier Socios PSG qui a été déposé à la direction. Mais comment ils réagissent finalement les supporters face à ces mesures drastiques qu'ont pris le club finalement, qu'a pris le club ? Alors surtout à Paris, ils ont très très mal réagi. En fait, il y a des extrémistes au sein de ces groupes, mais c'est pas la majorité. Ils ont eu l'impression que les pouvoirs publics ont fait un énorme amalgame. Donc ils l'ont mal pris. Ils ont même fondé un syndicat qui s'appelle Liberté pour les abonnés qui dépose des plaintes à la direction. D'accord. Alors parfois les supporters font les frais de tous ces débordements ?
Oui, on a assisté à un fait divers assez terrible récemment, juste avant la Coupe du Monde, donc ça se passe au Brésil. Un supporter a été battu à mort à Sao Paulo en marge d'un match entre Santos et le FC Sao Paulo. Il a été tué à coups de barre de fer. Il faut rappeler qu'en 2013, on a déjà 30 morts dans les violences liées au football. Oui, alors écoutez, on espère qu'on va retrouver cette émotion, cette ferveur, d'autant que c'est bientôt la Coupe du Monde et qu'on n'aimerait pas qu'il y ait beaucoup de violence là-bas. En tout cas, on espère que tout se passera dans les règles de l'art et qu'on retrouvera le football tel qu'on l'aime, quand on vibre dans les stades. Merci beaucoup Lise Barenbaum. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.